nouveau cours de droit foncier. Nous allons travailler sur les biens habous et les terres guiches. Donc, après avoir étudié les immeubles mulk et les terres collectives, nous continuons notre aventure sur les régimes fonciers et leurs différentes typologies. Donc, quelle est la particularité des biens habous et des terres guiches? Alors, on va commencer d'abord par les biens habous qui ont effectivement une particularité liée à leur aspect religieux et les terres guiches qui ont un lien avec les personnes ou les tribus qui ont donné de leur personne pour la guerre, pour des services militaires. Alors, on va commencer par les biens habous et on va reprendre la définition qui a été donnée par le professeur Liocini, qui a défini le bien habous comme étant euh, un acte juridique par lequel une personne, en vue d'être agréable à Dieu, se dépouille d'un ou plusieurs de ses biens, généralement immeubles, et les met hors du commerce en les affectant à perpétuité à une œuvre pieuse, charitable ou sociale. Donc c'est la définition qui est la plus pertinente pour qualifier le bien habous au regard des classifications que l'on a dans le droit moderne. Pourquoi? Parce que le bien habous, en quelque sorte, c'est une euh, donation, mais qui n'est pas une véritable dépossession. Donc voilà la difficulté de définir le bien habous par rapport aux classifications que l'on a du droit moderne. Et la finalité de cette donation ou de cette mise à disposition, c'est d'être agréable à Dieu. C'est un acte que l'on fait pour plaire à Dieu, une forme de sadaqa qui prend la forme d'une donation, d'une dépossession d'un bien que l'on donne à une œuvre charitable. Donc, ça peut avoir plusieurs finalités. Ça peut être une mosquée, la construction, ça peut être un cimetière. Il existe beaucoup de biens qui sont donnés en vue de plaire à Dieu. Alors, il existe deux types de habous. Il y aurait le habous qui serait public, ça veut dire que la personne met à disposition ce bien, le donne pour utilisation d'une manière absolue et exclusive. Et vous avez le bien habous qui est réservé, en quelque sorte, en attendant que ses bénéficiaires n'existent plus, en fait, dans la mesure où on donne un bien à des bénéficiaires, à des personnes déterminées, qui vont l'utiliser. Donc, dans ce cas-là, on va appeler ça un bien habous de famille, qui vont avoir l'usage, qui vont avoir le droit d'habiter, par exemple, dans un bien. Et puis, quand ces bénéficiaires vont décéder, qu'il n'y aura plus de bénéficiaires, à ce moment-là, le habous va devenir public. En quelque sorte, c'est anticiper le décès des bénéficiaires, le faire sortir du patrimoine de la personne qui l'a donné, dans la mesure où elle ne pourra pas le faire transmettre à ses héritiers parce qu'il aura la qualité de habous. Mais une fois les bénéficiaires décédés, le bien n'ira pas dans le patrimoine de ses bénéficiaires. Il deviendra à ce moment-là un bien habous dont le ministère pourra librement en disposer. Alors c'est vrai que selon les qualifications que l'on a dans le droit moderne et selon les conceptions que l'on a dans le DOC, le bien habous est vraiment atypique. Parce que déjà d'une part, le bien habous c'est une institution qui est sui generis, qui n'existe pas et qui est totalement inédite et qui est propre au droit musulman. D'accord? Même si on sait que dans d'autres religions, les personnes procède à des legs, procède à des donations pour, par exemple, l'Église, mais il n'y a pas cette particularité de l'immobilisation du bien. C'est pour ça que le bien habous est assimilé à ce qu'on appelle awqaf, ce qui veut dire en arabe emprisonné, immobilisé.
Alors pourquoi on dit ça? Parce que le bien, en fait, n'est pas réellement donné, il n'y a pas de cession, il n'y a pas de transmission. Donc le bien reste virtuellement dans le patrimoine de la personne, mais il est emprisonné, il est immobilisé, c'est-à-dire qu'il ne peut pas le céder, il ne peut pas lui-même l'utiliser, il reste dans son patrimoine de manière immobilisée. Selon Dahabi, la définition du habous, ce serait une donation d'usufruit au profit d'un bénéficiaire dont le souci d'aboutir à un but pieux ou d'utilité générale. Donc cette situation entraîne la mise sous séquestre de ce bien et pour la nue propriété et pour la jouissance. Donc il y aurait un usufruit qui serait donné à Orcaf, enfin, à l'institution qui gère les biens habous. La personne donc perd l'usufruit, d'accord, comme dans le cadre d'un démembrement de propriété, où vous avez un nu propriétaire et l'usufruit. Donc le nu propriétaire reste propriétaire, d'accord. Donc normalement, il a des prérogatives qu'il maintient, comme par exemple la vente du bien. Mais dans le cas du bien habous, le nu propriétaire ne peut pas vendre le bien, il ne peut pas le céder. Donc ça entraîne une mise sous séquestre également de la nue propriété. Donc en réalité, l'usufruit et la nue propriété ne sont pas entre les mains du propriétaire. Donc le propriétaire reste en quelque sorte propriétaire, donc on sait à qui appartient le bien. Mais il n'a pas la libre disposition du bien puisque c'est l'institution des habous qui en a la libre disposition. Et également, l'usufruit, c'est elle qui va bénéficier de l'usus et du fructus du bien habous. Donc à ce moment-là, il serait plus judicieux de parler d'une nue propriété virtuelle dans la mesure où il n'y a pas de mise, de possibilité pour le propriétaire de vendre le bien, de le céder et également de pouvoir librement disposer, comme c'est le cas d'un démembrement de propriété traditionnel. Alors, si on essaye de qualifier le bien habous par rapport à d'autres régimes juridiques, donc en essayant de faire une étude comparative, on s'est rapproché de l'institution du trust. Donc, le trust, c'est une institution anglo-saxonne qui n'existe pas dans le droit marocain, que le droit français a tenté d'introduire avec le mécanisme de la fiducie. Également, le trust repose sur un démembrement de propriété avec un propriétaire qui met à la disposition d'une institution la gestion d'un bien et ensuite le reversement des fruits de cette gestion à des bénéficiaires. Donc, en tant qu'institution, on pourrait dire que le habous serait assimilable à un trust. Alors ça a été envisagé par plusieurs auteurs dans la doctrine. Et si on reprend par exemple la définition qui a été donnée par Jean-Paul Bérodeau dans le répertoire de droit commercial, il explique le trust comme plutôt le Awqaf comme une adaptation évoluée de la fiducie romaine. Si on regarde la définition donnée par la Convention de La Haye, qui date du 1er juillet 1985, qui porte sur la détermination de la loi applicable en matière de trust et de sa reconnaissance, le trust concerne des relations juridiques établies par une personne appelée le constituant, que ce soit de son vivant ou à titre posthume, lorsque des biens sont placés sous la responsabilité d'un trustee dans l'intérêt d'un bénéficiaire ou pour un objectif spécifique. Donc on entre totalement dans le mécanisme du habous, puisque la personne va placer les biens entre les mains de l'institution de l'Awqaf et qui va en faire bénéficier d'autres personnes, des bénéficiaires, pour un objectif pieux, dit religieux. Alors,
Le trust peut être utilisé dans le cadre de l'organisation de la succession. C'est pour ça qu'on dit également à titre posthume. Je vous donne l'exemple de stars qui, pour organiser leur succession, ont créé des trusts. C'est le cas par exemple pour Michael Jackson. Alors, trust existait bien, pardon, si on reprend l'institution de l'Awqaf, du bien Habous, il existait bien avant le trust et bien avant son invention. Donc, lorsqu'un propriétaire va transférer la nue propriété à une institution comme une mosquée euh, et va attribuer l'usufruit aux personnes, à l'institution qui va gérer cette mosquée, on est dans, dans le, on est dans un système qui est équivalent au trust. Donc, ça permet également de gérer une succession et puis également, ça va permettre à la personne qui a donné ce bien en habous d'être constamment euh, remerciée par les individus qui vont utiliser ce bien, que ce soit pour un cimetière, que ce soit pour une mosquée. Le nom de la mosquée sera donné à la personne qui aura, par exemple, financé, donné ce bien en vue de plaire à Dieu. D'accord? Donc, s'il n'y a pas de réelle transmission de propriété, ce serait à regarder au niveau de la finalité. C'est que pour plaire à Dieu, je donne ce bien. En même temps, j'ai la reconnaissance des personnes qui vont utiliser ce bien. Le nu le nu propriétaire ne pourra pas aliéner le bien. Donc voilà pour la spécificité du bien habous, ça veut dire du bien qu'il aura affecté euh, à destination d'une mosquée, d'un cimetière, d'une activité pieuse, par exemple. Omar ibn al-Khattab aurait demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, euh, qu'est-ce qu'il pourrait faire de sa terre pour être agréable à Dieu. Le prophète lui a répondu, immobilise-la, donc pour la terre, de façon à ce qu'elle ne puisse être ni vendue, ni donnée, ni transmise en héritage, et distribuant les revenus aux pauvres. Donc, ce hadith donne parfaitement la définition du bien habous. Donc, même si on essaye de le faire rentrer dans les catégories du droit moderne ou dans la classification type du démembrement, par exemple, de la propriété, on n'arrive pas à avoir une définition qui est pleine. Idem pour le trust, même si le trust quand même se rapproche beaucoup du bien habous. Donc, si on regarde bien, le bien est immobilisé. Il est immobilisé dans le sens où même au niveau du nu propriétaire, il ne pourra pas céder le bien, il ne pourra pas le transmettre, il ne pourra pas l'utiliser. Quand bien même c'est un habous de famille et que les bénéficiaires, il y aurait une extinction des bénéficiaires, pour autant, il n'y aurait pas de transmission du bien habous. Et en plus de ça, les fruits du bien habous ne peuvent pas revenir à celui qui a donné le bien, en quelque sorte, pour plaire à Dieu. Donc c'est une immobilisation totale, tant de la nue propriété que de l'usufruit, parce que en fait, l'usufruit reviendra à l'institution, d'accord, de manière perpétuelle. La nue propriété restera au nom de la personne, mais il ne pourra pas être transmis, il ne pourra pas être cédé par le nu propriétaire. C'est un bien immobilisé. Donc on va essayer de rentrer dans le détail de cette immobilisation. L'immobilisation d'un fonds de sorte qu'il ne soit ni vendu ni donné, mais simplement que ses revenus soient redistribués dans le cadre de l'aumône sadaqa. Donc les biens habous, ils reposent sur les mêmes caractéristiques que les terres collectives. Dans la mesure où le bien habous ne peut pas être aliéné, il est insaisissable et en plus, il est imprescriptible. Donc on retrouve également les mêmes caractéristiques pour garantir sa pérennité dans le temps.
Alors concernant la législation, des biens habous, donc les biens habous sont sous, la gestion du ministère de l'Awqaf, qui est le ministère des habous et des affaires islamiques. Depuis 2010, il y a un code, des biens habous par le Daïr numéro, 109236 du 23 février 2010. Donc le code ديال الأوقاف, dans son préambule, pose, les fondations, d'une institution qui gère des biens, en vue déjà de plaire à Dieu, que c'est également une institution, qui a un caractère ancestral, mais pour autant, elle aspire à introduire des mécanismes, modernes, avec une gestion juridique moderne des biens, habous. Puisque pendant des années, il y avait une absence totale de visibilité, des biens habous. Il y avait même un problème quant à l'inventaire des biens habous. Parfois, il y avait des biens habous qui, commençaient à, perdre de leur valeur, qui étaient en mauvais état et qui avaient besoin d'être, rénovés. D'où l'intérêt de faire cette rénovation et puis, la nécessité de gérer, ces biens d'une manière beaucoup plus moderne, notamment en actualisant le montant, des loyers. Ce qui fait, cette institution, c'est la pérennité des biens. Donc c'est, des biens qui sont inaliénables et qui sont à l'abri de toute saisie. Donc un bien habous ne pourra jamais être saisi par n'importe quel créancier. Mais on peut par exemple, vendre un bien habous, d'accord? Les biens habous peuvent être vendus. Les biens habous également peuvent être vendus aux enchères, mais il y a l'obligation de réinvestir, donc ces fonds doivent être réinvestis, dans une autre, finalité, de charité. D'accord? Les biens habous également peuvent être expropriés, mais simplement il faut que ce soit dans un cadre, d'utilité publique. D'accord? Donc il y a des exceptions concernant l'inaliénabilité, des biens habous. Alors, concernant la vente des biens habous, vous avez un daïr qui régit la vente, qui régit en fait, la vente, la cession des biens habous et ce daïr date de 1913, donc ça a été fait pendant la période du protectorat. Donc on peut utiliser, les biens habous afin de les vendre, d'accord? Mais il faut que, cet argent qui a été récupéré lors de la vente soit, réinvesti. Donc, vous avez, les, cas qui sont prévus, dans le Daïr du 21 juillet 1913 réglementant la mise en valeur des habous, publics. Simplement que pour vendre un bien habous, il faut d'avoir au préalable une autorisation, de Sa Majesté le roi avant toute vente. Donc parce que ce sont des gens qui ont donné, ces biens, qui avaient pour finalité, d'être, sous forme de sadaqa, sous forme d'aumône et donc c'est un acte, de dévotion. Donc pour, garantir cette dévotion, il fallait que les biens ne soient inaliénables. Mais, pour des cas exceptionnels, notamment, quand c'est, au niveau des terrains agricoles, quand c'est, par exemple, pour, construire, une autoroute et qu'on a besoin d'exproprier, ces biens-là, il faut avoir l'autorisation, de Sa Majesté le roi. Alors, concernant la vente des biens de habous de famille, il est possible de vendre les biens habous de famille dans les mêmes cas, que vus précédemment, quand ça concerne l'intérêt public. Simplement, les biens habous, à ce moment-là, lorsqu'il y a toujours des bénéficiaires, donc ça veut dire que c'est toujours un bien habous de famille, il n'est pas passé habous public, il y a un tiers
du produit de la vente qui revient au ministère des Habous et des Affaires islamiques, et les 2 tiers sont répartis entre les bénéficiaires selon les règles successorales. D'accord? Donc, le bien Habous en lui-même peut être vendu, même le bien Habous de famille, quand c'est strictement, bien évidemment, nécessaire. Quel est le rôle social du bien Habous? On a dit que le bien Habous était, était là pour, euh, en quelque sorte, euh, di- euh, le bien Habous, sa volonté, c'est de plaire à Dieu. Mais il a véritablement une fonction sociale. Les biens Habous, il y a énormément de biens Habous, que ce soit au niveau agricole, que ce soit au niveau urbain. Vous avez des fonds de commerce, vous avez des terrains, vous avez des domaines agricoles. Les revenus qui sont issus de ces biens Habous ont joué un rôle important dans les activités sociales, dans les activités éducatives, dans les petites communautés. Quand quelqu'un construit une mosquée, cette mosquée, elle a également une finalité sociale pour la prière, pour réunir les individus. Il y a le rôle de la mosquée dans l'instruction des enfants dans le cadre périscolaire pendant très longtemps. Également, les mosquées donc disposent de fonds. De fonds de commerce, d'accord. Il y a également le fait que beaucoup de mosquées disposent à côté de bains publics, donc il y avait également cette fonction-là. Donc le rôle du bien Habous, c'est vraiment d'être au sein de la communauté, d'où cette volonté du législateur de garantir leur pérennité dans le temps. Les biens Habous peuvent être loués, donc ça, il n'y a aucun problème. Il y a le Daïr du 21 juillet 1913 portant sur la gestion et la location du bien Habous public. Pas trop rentrer dans les détails, mais il y a des dispositions qui sont propres pour la gestion des biens Habous. Sa Majesté le roi Mohamed VI avait fixé dans une lettre royale la priorité euh, de, dans la gestion des biens Habous parce qu'il fallait faire un inventaire définitif, il fallait vraiment répertorier l'ensemble des biens Habous qui étaient existants et puis également assurer leur continuité, leur bon fonctionnement. Et puis des fois, vous avez des habous qui se trouvent dans des médinas et qui ont besoin d'être rénovés et qui entrent en quelque sorte dans le patrimoine urbain, culturel d'une ville. Donc il est impératif d'assurer leur protection, que ce soit au niveau juridique ou au niveau matériel. Donc, on en a terminé. Alors, oui, on va quand même parler du ministère des Habous, puisque c'est l'institution qui gère les biens Habous. Donc, le ministère des Habous, il joue un rôle central dans la gestion de ce patrimoine qui est important et qui est riche, qui a tant des terres agricoles, des biens dans les villes, dans les zones urbaines, périurbaines. Les biens Habous ont un rôle central dans la politique foncière du Maroc. Mais il y a beaucoup de gens qui critiquent en fait leur gestion, puisque par exemple, on a vu que plusieurs biens Habous euh, étaient loués et il n'y avait pas eu de réévaluation du montant des loyers, ce qui fait qu'ils étaient euh, loués à une valeur qui était moindre que celle du marché. Et parfois, vous aviez des biens Habous qui étaient occupés de manière illégale. Et donc, il y a énormément de problèmes et de contentieux qui sont liés à la gestion de ces biens Habous. Aujourd'hui, le ministère des Habous rend des rapports où il présente l'activité annuelle du ministère, que ce soit au niveau de l'immatriculation des biens Habous ou également concernant
les procédures pour occupation illégale des biens habous. Le professeur Mohamed Amrani a fortement critiqué cette gestion des biens habous, notamment au niveau agricole. Donc, selon lui, certains biens habous, notamment dans les terres agricoles, sont situés actuellement dans le périmètre urbain, plus particulièrement dans la région de Fès, Meknès et Marrakech. Leur rendement est peu significatif. S'ils étaient investis en complexe d'habitat ou autres investissements, ils seraient mieux valorisés. Le rendement du Aouqaf est basé surtout sur la location des biens. Il est nécessaire d'investir d'autres pistes plus rentables, et ce conformément à l'avis des ulama. Donc, effectivement, cette critique est pertinente, mais il faut savoir que ces biens ont été donnés pour plaire à Dieu. Et donc, il faut continuer dans la gestion de ces biens dans une optique pieuse et charitable. Donc, les biens habous, même s'ils sont dans des périmètres urbains et qu'ils auraient peut-être un meilleur rendement en termes de construction, d'habitat, de moyens et de haut standing, ils seraient complètement détournés de leur finalité pieuse et charitable. Par contre, si ces biens sont destinés à l'habitat social, effectivement, ça rentrerait totalement dans la finalité de ces biens habous. Donc, il ne faut pas oublier que les gens qui ont donné ces biens, qui ont immobilisé des biens qui étaient dans leur patrimoine pour une activité charitable, il faut que cette activité charitable perdure au-delà. Donc, c'est pour ça que les conditions strictes concernant la vente des biens habous est régie par le Daïr de 1913, mais au-delà, que même si on permet, par exemple, une réutilisation, une vente ou une expropriation, il faut que la continuité reste. Oui, il faut assurer le rendement, mais pour autant, il faut continuer à ce que ces biens habous aient toujours leur activité sociale et leur activité charitable. On a terminé avec les biens habous, on va passer aux terres guiches. Alors, les terres guiches ressemblent, je dis bien ressemblent aux terres collectives, mais elles n'ont pas les mêmes caractéristiques. Alors, d'une part, les terres guiches, ce ne sont pas réellement des terres de tribu, des terres originelles. Ce sont des terres qui appartenaient au sultan, qu'il a données à des tribus qui ont bien voulu défendre les terres du sultan. Donc, ce sont des terres qui ont été données pour service militaire rendu. La particularité des biens guiches, c'est qu'il n'existe aucune législation concernant leur affectation, leur gestion, leur cession, il n'y a rien. Donc, il reste très peu de terres guiches actuellement. Il en reste quelques-uns, quelques terres guiches dans la région de l'Haouz et dans la région de Marrakech. Alors, actuellement, les terres guiches sont marquées par beaucoup de contestations. Il y a eu énormément de contentieux au niveau de la revendication de ces terres guiches. Mais aujourd'hui, bien évidemment, la situation s'est assainie puisqu'il ne reste plus beaucoup de terres guiches. Alors, les terres guiches, en termes de droit de propriété, ils ne sont pas réellement la propriété des gens qui vivent sur les terres guiches. Contrairement aux personnes, aux tribus qui vivent dans les terres collectives, ce sont les propriétaires de manière collective. Ils sont dans l'indivision. Quand ça va passer en terre milk, d'accord? Passe en indivision quand les terres collectives seront milkisées. Là, dans les terres guiches, l'État conserve la pleine propriété. On dit que l'État a ce qu'on appelle un droit éminent des terres guiches. Si on regarde leur catégorie, les terres guiches entrent dans le domaine privé de l'État. Donc, les gens qui vivent sur les terres guiches ne sont pas propriétaires. Est-ce que pour autant, ils en ont l'usufruit? Alors, les terres guiches détiennent collectivement, effectivement, l'usufruit, Menfer, grâce à une concession du souverain. Donc, le souverain leur a donné
leur a donné l'accès à la terre et leur a dit: «Vous pouvez y vivre». Est-ce qu'il leur a donné la propriété? Non. Ensuite, donc ceux qui ont rendu les services ont vécu sur ces terres-là et par la suite, il y a eu les ayants droit des bénéficiaires. Donc, au regard de la législation, les ayants droit n'ont simplement qu'un droit d'usage, d'accord, des terres guiches. Donc, il est important de noter que le droit d'usufruit, منفعة, est inaliénable pour les terres guiches, insaisissable et imprescriptible. De plus, ces terres ne sont pas réellement protégées comme le cas des terres collectives. Pourquoi? Parce que elles, euh, elles n'ont pas la propriété des terres, mais elles disposent de caractéristiques qui sont similaires à celles des terres collectives. Elles peuvent être également expropriées comme les terres collectives quand c'est dans le cadre de l'intérêt public. Quand on parle des terres guiches, on se rappelle le cas de Guiche Loudeia. Donc, Guiche Loudeia se trouve à Rabat et ça conduit à un certain nombre de problèmes au niveau de la revendication de ces droits par les personnes qui vivaient sur les terres Guichoudeia. Alors, si on reprend l'histoire, c'est qu'en 1938, le sultan Moulay Abdelrahman a octroyé les terres guiches à des combattants et à leurs familles dans les abords de la ville de Rabat. Et donc, la tribu Guiche Lodaya a eu cette récompense parce qu'ils avaient défendu le trône. Durant le protectorat, l'administration coloniale avait prélevé 8,5% de la superficie des terres guiches pour les donner dans les périmètres de colonisation. Et ça, elle l'avait fait avec la loi avec le Daïr de 1919 sur les terres collectives. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu cette assimilation des terres guiches avec les terres collectives. En contrepartie de la prise de ces terres guiches, l'État a octroyé la pleine propriété de ces terres aux collectivités qui en avaient jusqu'alors le droit, qu'un droit de jouissance. D'accord? Donc, en compensation de la privation qui avait été faite pendant la colonisation, d'accord, on a donné la pleine propriété à ceux qui étaient sur ces terres-là. Donc ça, c'est un cas particulier. Qu'est-ce qui s'est passé pour Guiche Loudeia? Le 10 septembre 1946, les terres Guiche Loudeia ont été cédées par l'administration des domaines en vertu d'un acte de cession, conformément au décret du 19 janvier 1946 qui autorisait la cession d'un bien domanial couvrant 4053 hectares. Donc les terres, à ce moment-là, faisaient partie du domaine privé de l'État. La collectivité Guiche Lodaya a obtenu la propriété d'un terrain qui avait été officiellement enregistré en 1947 sous la référence 22747/R. Donc ce titre-là, c'est celui qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a conduit à un contentieux qui était important. Cependant, la source de conflit, elle réside dans le fait que la collectivité Guiche Lodaya considère avoir acquis un droit de propriété indiscutable. Effectivement, ils estiment que eux ont bénéficié de cette redistribution des 8,5% qui ont été redistribués et qui ont été donnés en pleine propriété. Donc eux, ils estiment qu'ils étaient pleinement propriétaires, alors que l'État dit non. Ce terrain-là, du Guiche Lodaya, faisait partie du domaine privé de l'État, donc qui était librement, qu'on pouvait librement céder. Cette partie-là, nous allons le voir tout à l'heure, dans le domaine public de l'État. Alors, donc à ce moment-là, c'est là où il va y avoir un problème. L'administration de tutelle des biens
des terres collectives, on l'a vu, c'est la DAR, c'est le ministère de l'Intérieur avec la direction des affaires rurales. Les terres guiches, eux, ils ont estimé qu'ils n'avaient pas à être sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Donc, comme c'était le cas dans cette affaire, comme ils ont les mêmes caractéristiques que les terres collectives, ils étaient sous la gestion du ministère de l'Intérieur, au regard du Daïr de 1919. Donc, là, va y avoir un problème de revendication de la gestion. Si c'est des terres collectives, il faut que ce soit géré ça soit sous la tutelle du ministère de l'Intérieur via la direction des affaires rurales. Si ils ne sont pas des terres collectives, ils sont gérés par eux-mêmes. Alors, si on dit que la terre guiche, c'est une terre collective, alors ça va nous amener à un autre raisonnement. Ça veut dire que quand on exproprie les terres collectives, d'accord, il faut entrer en négociation avec l'État, avec le conseil de tutelle, et puis il faut les représentants de la collectivité qui est Jma'a. L'article 16 du décret de 1919 précise que les dispositions de ce même décret ne s'appliquent pas aux terres guiches, d'accord, ni au domaine forestier dont les groupements collectifs ont la jouissance. D'accord. Donc ça a été clairement écarté. Donc les terres guiches sont par aspect des terres collectives, par les caractéristiques, mais concernant leur gestion, ils ne sont pas des terres collectives puisque le décret du 27 avril 1919 précise qu'on n'applique pas le régime des terres collectives aux terres guiches et aux personnes qui vivent dans les domaines forestiers. Donc ça aussi, ça a été une source de contentieux qui était importante. Donc quand il y a eu l'expropriation des terres guiches pour créer la société, pour construire Hiriyat, donc là, à ce moment-là, le ministère de l'Intérieur a transféré ces terres à la société d'aménagement Riyad. C'était une société publique qui a été créée en vue de la commercialisation du projet de Riyad. Mais c'est une société qui est gérée par la CDG. Donc là, c'est là où la confusion est totale sur les terres guiches. Le fait qu'il n'y ait pas eu de législation, ça a donné un contentieux qui est presque illisible, d'accord? Parce que on sait que les terres guiches ne sont pas des terres collectives, que par certains aspects, elles ont des caractéristiques de terres collectives, mais on nous dit qu'elles ne sont pas des terres collectives. Elles n'ont pas, les occupants n'ont pas la propriété. On sait que certains ont eu la propriété du fait qu'ils avaient été expropriés par indemnisation pendant la colonisation. Donc, ce qui vous montre que les terres guiches ne sont pas, n'ont pas un régime qui est visible et qu'on a été plutôt dans un régime mixte à la fois sur les caractéristiques des terres collectives et à la fois en disant non, c'est des gens qui n'avaient pas la propriété, qui avaient simplement un droit d'usage, mais que leurs ancêtres avaient l'usufruit. Alors, première chose, les personnes qui vivaient sur les terres de Guiche Loudaya ont contesté la tutelle de la DAR en se fondant sur l'article 16 du décret de 1919, en disant les terres guiches ne sont pas soumises à la tutelle du ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur a quand même procédé à cette gestion et à la vente de ces parcelles-là. Mais donc là, il y a la contrariété, c'est qu'il y a eu une affaire du 15 décembre 1999 où le tribunal administratif de Marrakech a annulé la tutelle du ministère de l'Intérieur sur des terres guiches Sida Ali Ben Ammar. Donc ça, c'était ces tribus-là, en expliquant qu'effectivement,
le Ladar n'avait pas la tutelle sur ces tribus-là. Et donc ces tribus ont été indemnisées du fait de ce contentieux-là. L'Adar, elle a transféré la propriété de plusieurs de ces parcelles qui étaient à Guichloudaya à la société d'aménagement Riyad. Et donc, ça reste que le domaine des terres guiches est encore dans le flou. Donc, ce ne sont pas des terres collectives, mais elles ont été gérées par le ministère de l'Intérieur via l'ADAR. Les ayants droit, il y en a qui ont bénéficié de manière exceptionnelle de cette propriété-là, du fait parce qu'il y avait eu ils ont été accaparés par les colons pour en faire des périmètres de colonisation. D'accord. Mais ça reste que les terres guiches ne sont pas des terres collectives, puisque ceux qui vivaient dessus n'ont pas la pleine propriété, donc ne sont pas sous la gestion du ministère de l'Intérieur. Les terres guiches, donc ce qu'il faut retenir, c'est des terres qui ont été données par le sultan pour des services rendus, des services militaires. Le sultan gardait la propriété. Et il faut savoir que tout à l'heure, quand on va travailler sur le domaine public de l'État, il n'y avait pas cette distinction entre les biens du sultan et les biens de l'État. C'est après, avec la colonisation, qu'on va avoir cette distinction. Donc les biens du sultan, en quelque sorte, ce sont les biens du domaine privé de l'État. Très bien, on va passer au domaine de l'État. Donc on va étudier également le domaine de l'État, cette particularité également du régime foncier marocain. Effectivement, il y a des biens qui existent, des biens fonciers qui appartiennent à l'État. Il existe deux catégories de biens appartenant à l'État. Il y a les biens qui entrent dans ce qu'on appelle le domaine public de l'État et les biens qui entrent dans la catégorie du domaine privé de l'État. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le domaine de l'État, avant le protectorat, il n'y en avait pas. Avant l'administration coloniale, il n'y avait pas de distinction entre les biens qui appartenaient au sultan et les biens qui appartenaient au souverain de manière personnelle. C'était à lui. Et puis les biens de l'Mkhdin qui étaient pour la gestion courante et pour le fonctionnement de l'État. Donc, qu'est-ce qu'a fait le colonisateur pour faire fonctionner aussi l'administration coloniale? Il a fallu faire un inventaire des biens de l'État, ce qui a conduit à la distinction entre les biens du souverain et les biens du Mkhzen, mais au-delà de ça, à la création d'une commission chargée de faire l'inventaire et la révision des biens du Mkhzen. Et pendant cette période-là, l'administration coloniale, elle a utilisé les biens privés de l'État, d'accord, pour les attribuer aux colons pour en faire des périmètres de colonisation. Donc on en revient également à ça. Et puis aussi, il y a d'autres terrains qui ont été utilisés, des biens, pour le fonctionnement de l'administration coloniale. Mais ce qui était frappant, c'est que beaucoup de ces terres qui appartenaient au Mkhzen ont été réutilisées pour instaurer des périmètres de colonisation. Alors, on va commencer par le domaine public de l'État. Alors, le domaine public de l'État, il est prévu depuis la loi du 1er juillet 1914, d'accord, qui instaure le domaine public de l'État. Il faut avoir une définition claire et délimitée de ce qui fait partie du domaine de l'État. Le domaine de l'État, il est inaliénable, imprescriptible et insaisissable, au même titre, les mêmes caractéristiques que les terres collectives. Ce sont les biens dont l'État ne peut pas se séparer, d'accord, parce qu'ils ont une finalité de service public, d'accord. Le domaine public de l'État, c'est les routes,
L'État ne peut pas vendre les routes. C'est les ports, c'est les infrastructures, c'est les rivages, c'est c'est les rades, c'est tout ce qui fait que l'État fonctionne et qu'elle ne peut pas s'en séparer. C'est quelque chose qui est strictement utile au fonctionnement de l'État. Les biens qui sont secondaires, subsidiaires en quelque sorte, c'est ceux qui vont entrer dans le domaine privé de l'État. L'article 4 est clair, le domaine public est inaliénable et imprescriptible. Simplement, il est possible que des biens qui étaient utilisés de manière pendant des années, qui étaient nécessaires au fonctionnement de l'État, d'accord? Et puis, au bout d'un moment, on voit qu'on n'en a plus d'utilité. Il est possible que des biens qui étaient dans le domaine public soient déclassés et passent dans le domaine privé de l'État. Ce déclassement pourra être fait par un arrêté, à l'époque on appelait ça du grand vizir, rendu sur la proposition du directeur général des travaux publics. Et à ce moment-là, ce bien qui était dans le domaine public va passer dans le domaine privé de l'État. Et on va voir que les biens qui sont dans le domaine privé de l'État pourront, eux, être cédés. Quelle est la composition du domaine public de l'État? Alors, si on regarde la loi de 1914, vous avez le rivage de la mer, vous avez jusqu'à la limite des plus hautes marées, ainsi qu'une zone de 6 mètres mesurée à partir de cette limite. D'accord? Ça, c'est ce qu'on va définir comme étant le domaine public maritime. Vous avez les rades, vous avez les ports, vous avez les havres, vous avez les phares également qui font partie du domaine public maritime. Les ouvrages qui sont destinés à l'éclairage public, au balisage des côtes, d'accord? Donc toutes les lumières, les fanaux, les balises qui sont sur le rivage font partie du domaine public de l'État. Également les dépendances, donc toutes les constructions pour accueillir le balisage des côtes, c'est également, ça fait partie du domaine public maritime. Vous avez les routes, les rues, les chemins, les pistes, tout ce qui fait les infrastructures de l'État au niveau des routes, d'accord? Les chemins de fer, les tramways font partie du domaine public de l'État. Les ponts, d'accord? Comment on appelle ça? Les les voies de circulation, tout ça fait partie du domaine public de l'État. Les pylônes, les pylônes électriques, les poteaux qui contiennent les câbles de télécommunication, les lignes télégraphiques, d'accord? Maintenant, c'est les lignes téléphoniques, les câbles, les voies pour les câbles Internet, tous les ouvrages qui sont liés, par exemple, pour la défense, c'est-à-dire les fortifications, les remparts, tout ça, ça appartient au domaine public. Tout ce qui est, par exemple, les postes militaires et toutes leurs dépendances, c'est le domaine public de l'État. L'État ne peut pas s'en séparer, d'accord? Donc toutes les, tout ce qui est, infrastructure de l'État, pour le fonctionnement essentiel, fait partie du domaine public. Alors, le domaine public, donc on ne peut pas l'exploiter comme ça, d'accord? Parce qu'il est utilisé pour le fonctionnement de la vie en collectivité. Donc, on ne peut pas faire un commerce sur un pont. On ne peut pas permettre à des gens de s'installer comme ça sur les plages et faire des activités commerciales, puisque les plages relèvent du domaine public maritime. Mais il est possible d'occuper le domaine public. Vous savez très bien que vous avez la police administrative qui contrôle l'occupation, les occupations illégales du domaine public. Je vous donne un exemple. Vous avez un cafetier, d'accord, qui pose des tables et des chaises à l'extérieur du café et qui empiète sur le trottoir. Le trottoir, c'est le domaine public de l'État.
d'accord? Il empêche la circulation. Le fait de poser, des cagettes sur la route pour empêcher le stationnement, c'est une occupation illégale du domaine public. Quelqu'un qui, pose, des choses élevant, sur la route, c'est une occupation illégale du domaine public. Donc le daïr du 30 novembre 1918, qui est toujours d'actualité, même si l'année dernière, il y a eu un projet, de réforme, de la loi sur, l'occupation, pardon, temporaire du domaine public, ce qui fait que c'est toujours le daïr de 1918 qui s'applique. Normalement, l'occupation du domaine public est une alternative au caractère inaliénable. Ça veut dire que comme je ne peux pas vendre, le domaine public, l'État peut quand même exploiter, une partie de son domaine public, mais sous condition. Donc la loi, de 1918 prévoit dans son article 2 l'occupation temporaire des parcelles dépendant du domaine public nécessaire à la réalisation de l'objet d'une concession de service public ou d'une concession de construction ou de l'entretien et de l'exploitation d'un ouvrage public peut s'effectuer dans les conditions fixées par la convention de concession, pardon, et des cahiers des charges. Donc ce que ça veut dire que quand l'État, elle veut, qu'un opérateur privé vienne exploiter le domaine public, à ce moment-là, il va faire ce qu'on appelle une concession de service public. Et donc cette concession, ça peut être par exemple une société qui va avoir la concession pour gérer, je ne sais pas, un parking qui est dans le domaine public, une concession pour la gestion des autoroutes, par exemple. Vous avez tout type de concessions. Vous avez par exemple des concessions qui sont données pour l'exploitation du domaine public maritime, par exemple des restaurants, quand vous avez des restaurants qui sont construits sur le domaine public de l'État. Donc ces restaurants sont des occupations avec, une autorisation d'occupation, du domaine public. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait la loi 03, 19 relative à l'occupation temporaire du domaine public. Donc c'était pour, également pour rénover, la loi de 1919 puisque, vous avez énormément de contentieux qui est lié à l'occupation du domaine public. Il y a eu énormément de dérives dans les villes où vous avez, par exemple, des gens qui vont empiéter, sur le domaine public, qui vont construire sur le domaine public sans aucune autorisation. Vous avez par exemple le cas d'un promoteur immobilier, qui avait détruit la voirie, sans aucune autorisation et qui avait empiété sur le domaine public. Quand vous avez quelqu'un qui construit une maison et puis qui avance son muret, pour gagner, des parcelles ou gagner, quelques mètres sur son jardin, c'est une occupation illégale du domaine public. D'où l'intervention des agents d'autorité qui veillent à ce que le domaine public ne soit pas occupé de manière illégale. D'accord? Donc c'est ça l'intérêt, de cette lo de la loi sur l'occupation temporaire du domaine public, c'est que l'État, comme elle ne peut pas aliéner le domaine public de l'État, elle peut néanmoins donner des concessions à des opérateurs pour gérer, ce domaine public de l'État. Alors on va parler encore du domaine maritime de l'État qui fait partie du domaine public de l'État. Donc, au regard de la réglementation, il y a, un domaine public, particulier qu'on a vu, tout à l'heure, donc le rivage, les rades, les ports. Donc ça fait partie du domaine maritime de l'État. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a énormément de contentieux, de problèmes liés à l'occupation du domaine maritime de l'État. Vous avez des gens qui ont construit des maisons, des cabanons par exemple, sur le domaine public de l'État et qui disent: «Oui, voilà, on est exproprié, on a été exproprié». Non, il n'y a pas eu d'expropriation. Il y a eu simplement une occupation illégale, du domaine, maritime.
Vous avez également, les gens qui exploitent, par exemple, qui font des petites cabanes ou des petits restaurants, sur les bords de mer et qui n'ont pas d'occupation, du domaine, public, qui n'ont pas d'autorisation pour l'occupation du domaine public. Effectivement, ça rentre dans le cadre de l'occupation illégale du domaine maritime. Le fait de faire des plages artificielles, de mettre des étangs salés qui vont être en communication avec la mer, donc ça aussi, ça rentre dans le domaine maritime de l'État. L'éclairage, et les phares et tout ça, c'est, le domaine maritime de l'État. Donc quand vous allez sur une plage et vous allez voir des cafés, vous allez voir des gens qui mettent des plages, par exemple des plages privées et tout ça, sont des gens qui ont obtenu, auprès, de la commune, une autorisation pour occuper de manière temporaire, je dis bien, le domaine maritime. On va passer maintenant au domaine privé de l'État. Alors le domaine privé de l'État, c'est tous les biens qui ne sont pas nécessaires, ils sont utilisés en partie pour le fonctionnement du service public, mais que l'État peut librement, aliéner. Ça veut dire qu'il n'y a pas une impérativité du besoin. Le logement d'un fonctionnaire, oui, c'est nécessaire, mais c'est pas la même impérativité qu'une route ou qu'un phare. Alors, donc, c'est les biens mobiliers, le domaine public, c'est les biens mobiliers, les domaines privés de l'État, c'est les biens mobiliers, les biens immobiliers. Il y a deux catégories de biens du domaine privé de l'État. Vous avez d'abord les biens qui sont gérés par le ministère des Finances via l'administration des domaines et vous avez, les forêts, domaniales, d'accord? Le domaine forestier qui est géré par le Haut Commissariat des eaux et forêts. Donc ce sont, les forêts et les biens du domaine sont, la composition du domaine privé de l'État. Donc les biens qui sont dans le domaine privé de l'État peuvent être aliénables, ils peuvent être cédés, ils peuvent être échangés, ils peuvent être vendus, ils peuvent être réaffectés. Donc il y a une flexibilité quant à la gestion du domaine privé de l'État. Effectivement, il y a une grande diversité des biens du domaine privé de l'État. Vous avez, les biens qui sont construits, vous avez des terrains, vous avez les équipements scolaires, vous avez les bâtiments administratifs, vous avez, les logements, f des gens de fonction. Donc, tout ça, ça rentre dans le domaine privé de l'État. Donc quand il n'y a pas, d'utilisation de ces biens, l'administration des domaines peut, les vendre, les louer ou les mettre à disposition, des fonctionnaires. Vous avez des terrains agricoles qui font partie du domaine privé de l'État. Les biens immobiliers comprenant également le matériel réformé, c'est-à-dire le matériel dont on n'a pas que l'État n'a pas besoin et surtout le matériel réformé, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être réutilisé. C'est le cas notamment des épaves terrestres, donc les épaves d'avion, et les épaves maritimes, donc les navires donc, qui ont un caractère immobilier. Concernant le domaine privé de l'État, donc tout ce qui n'est pas domaine privé de l'État, qui n'est pas forestier, donc qui est géré par l'administration des domaines, Heu, vous avez également le domaine privé de l'État agricole. Donc il y a des terrains agricoles, qui sont gérés par des sociétés d'État, c'est la SODA et la SOGETA. Donc le domaine privé de l'État comprend à peu près 36 000 immeubles pour une superficie de 730 000 hectares, selon les dernières données. On va passer maintenant au domaine, forestier, de l'État. Donc les forêts domaniales, d'accord? Ce sont les forêts qui appartiennent à l'État et qui font partie du domaine privé de l'État. Par contre, le domaine forestier, heu, il est
inaliénable, imprescriptible et insaisissable. Depuis 1919, le patrimoine forestier a été domanialisé. Ça veut dire qu'ils font partie de l'administration des domaines. Mais ils ont un régime particulier. Donc le Daïr de 1917, également, ça a été fait par le colonisateur. Donc ils considèrent que font partie du domaine forestier les forêts domaniales, les terrains couverts, les dunes terrestres, les dunes maritimes, les maisons forestières, les chemins forestiers, les plantations, les pépinières créées dans les forêts domaniales, donc pas les pépinières où on va acheter des plantes et tout ça, les nappes alphatières, les dunes, ainsi que les terrains dévolus du domaine forestier pour de telles créations par voie de donation, acquisition ou d'échange immobilier. Donc tout ça fait partie du domaine forestier de l'État. Donc les terrains domaniaux reboisés ou à reboiser, les terrains acquis par le domaine forestier en vue de leur reboisement. Donc c'est les domaines qui ont été acquis par l'État, qui étaient à des personnes privées et qui ont par exemple été reboisés. Voilà. Quelles sont les caractéristiques du domaine forestier de l'État? Donc éviter pour les protéger, donc protéger les forêts contre les risques d'empiètement et de démembrement et de dégradation. Et ben c'est pour ça qu'on leur a dit que les forêts étaient inaliénables, imprescriptibles, parce que il faut protéger ces forêts. Donc c'est pour ça que ils font partie du domaine privé de l'État. Pour autant, ils sont inaliénables et imprescriptibles. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si quelqu'un il habite dans la forêt pendant 50 ans, il ne pourra jamais en revendiquer la possession, donc après la propriété. Mais il y existe des règles dérogatoires, bien évidemment, qui permettent à l'État d'exploiter ces forêts-là et de les utiliser. Dans le Daïr du 1er juillet 1914, le domaine public est inaliénable et imprescriptible et le domaine forestier était également inaliénable. Donc, on a donné les attributs du domaine public au domaine forestier pour éviter cette déperdition des forêts et puis aussi qu'elles soient exploitées ou qu'elles soient vendues à des fins commerciales et ça peut entraîner la déforestation. Donc voilà pour ces caractéristiques exceptionnelles, bien que le domaine forestier fasse partie du domaine privé de l'État. Par contre, il y a des exceptions. C'est que il est possible, dans le cadre de la conservation de la forêt domaniale, d'autoriser la distraction et le remembrement par voie d'échange immobilier ou même d'expropriation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux morceler, d'accord, des terrains, ou au contraire, je peux regrouper des terrains. Ça veut dire que je vais, par exemple, donner une parcelle pour qu'il y ait un regroupement de parcelles ou le contraire. Donc, la forêt domaniale, c'est une forêt qui effectivement fait partie du domaine public, du domaine privé, pardon, de l'État. Il est inaliénable et imprescriptible, mais par contre, il peut être cédé. L'État peut céder ou exproprier des forêts pour l'utilité publique. D'accord? Donc, par exemple, vous avez des forêts, par exemple, le campus d'une université a été construit sur la forêt de Marmora. D'accord? Donc, c'est le cas pour l'université de Bnot Tofeil. Et donc, la forêt a été utilisée pour l'intérêt général. Mais en dehors de ça, l'exploitation de la forêt reste possible, sauf qu'on ne peut pas aliéner la forêt et également quelqu'un qui vit sur la forêt de manière, je ne sais pas, pendant quelques années, pendant une dizaine d'années par exemple, ne peut pas revendiquer la propriété. Donc on en a terminé avec ce cours concernant les biens habous, les terres guiches et le domaine public
et privés de l'État, ainsi que le domaine forestier. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à la prochaine.